Alors tu es prête, c'est la 64e investigation Griffasie. Et le thème, évidemment, tu le connais pas. Mais il me semble assez intéressant. Par rapport au terme troisième œil, qu'est-ce que tu perçois ou visualises? Ok. Bah, je vois le mien déjà. Mhm. Euh, En même temps, il y a des mots comme croyance qui viennent. Réalité, croyance. Mhm. Autre chose? Là, pour l'instant, non. Je l'ai vraiment sur moi, en fait. Là. Okay. Connecte-toi au mot glande pinéale. Maintenant. Et encore une fois, dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Alors, j'ai l'arrière de la tête. Je vois une forme comme une goutte, en fait. Mhm. Voilà. Et j'ai... alors, je trouve pas le mot, mais la notion, c'est les échanges entre le cerveau et cette glande, mais j'ai pas le mot qui me vient. Mhm. Enfin, j'ai le concept qui me vient, mais le mot n'arrive pas, en fait. Il va venir. On va le laisser venir tout à l'heure. Ok. Justement, quelles caractéristiques, propriétés, conditions sont connectées à cette glande endocrine? Ah bah c'était endocrin, enfin, c'était ça, c'était tout ce qui est lié à... alors en fait, je la vois en fait à l'extérieur du cerveau. Mhm. Alors je sais un peu comment c'est fait, mais là c'est pas la même image. Je vois en fait le cerveau et vraiment cette goutte en fait qui serait dans le creux en fait du cou. C'est pas morphologique ce que je vois, c'est autre chose. Je sais pas comment dire. Comme si ça sort vraiment en fait. Un peu comme un petit bouton ou comme une goutte qui sortirait du bas du cerveau. Mhm. Voilà. Après, j'ai des mots comme paroi, j'ai des mots comme lien, paroi, mur, structure. Propriétés, conditions, caractéristiques. Alors en condition, je sais pas pourquoi là il faut que jeune, Mhm. comme si en fait il y avait une dégénérescence ou au fur et à mesure de l'âge. Mhm. Pour qu'elle fonctionne, c'est jeune qui me vient. Mhm. Euh, et en caractéristique, ce que je vois là, c'est qu'effectivement, c'est comme si elle était séparée en fait du reste du cortex, ce qui me vient, mais quand même reliée. Ce qui en fait une glande assez singulière en fait. Voilà. Mhm. Est-ce que tu as d'autres éléments en termes de caractéristiques à apporter? Après, sur un point de vue, là, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, il y a un lien ésotérique avec cette glande-là. Il y a des fonctions en fait matérielles qui, c'est bizarre comme info. Euh, En fait, elle est dans le matériel, elle a des fonctions matérielles, mais qui ont une connexion, un rapport en fait avec la spiritualité.
Ok. et la connaissance. Encore autre chose? Non. Ok. Y a-t-il une relation entre la glande pinéale et le chakra? Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est que les chakras, c'est une croyance et que la glande pinéale, c'est quelque chose de physique. Ça, c'est ma première réponse. Et la deuxième qui me vient, c'est qu'effectivement, si on prend le sens chakra au sens large du terme, en enlevant en fait les croyances et en considérant que ce sont des nœuds énergétiques et des points énergétiques, là, effectivement, là, il y a plus de connexion et plus de sens, en fait. Laquelle, justement? Quel sens, tu peux Quelle dire? relation? Quelle relation? Alors moi, je vois que j'ai émetteur-récepteur qui arrive sur la glande pinéale et qui diffuse en fait après. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur... Ouais. Alors, c'est comme si en fait c'était une partie de nous qui recevait plus d'informations ou qui était là en fait comme une antenne en fait et dont après en fait les énergies dans le corps, pas forcément les chakras mais tout l'ensemble des énergies pouvaient aller se chercher de l'info et se sourcer en fait. Et là j'ai corps éthérique qui vient en même temps là-dessus. Et ça me dit en fait que ça a une part beaucoup plus grande en fait dans le corps éthérique que dans notre corps physique à nous. Voilà. C'est qui ça? Mais tout à l'heure, non, ça c'est moi. Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'info que troisième œil et glande pinéale, c'est pas la même chose. Voilà, depuis tout à l'heure en fait, j'ai cette info là. C'est cohérent. Voilà. Ok. Observe l'épiphyse pendant la nuit, plus précisément pendant la phase onirique. L'épiphyse, c'est la même chose que la glande pinéale. Oui, j'ai compris. Oui. D'accord. Alors moi, je vois, je la vois un peu, tu sais, comme une enceinte en fait. Tu sais, les basses d'une enceinte qui font vibrer en fait la basse au milieu là. Et ben en fait, j'ai cette image là. De l'épiphyse qui comme un battement de cœur en fait, tu vois, qui bouge comme ça et qui capte en fait et voilà, qui est vraiment dans sa dimension, dans son rôle d'émetteur-récepteur, très fortement. Beaucoup plus fortement que la journée où en fait le mental prend le dessus. Autre chose, autre observation? Et puis du coup, je vois en fait, je reviens à cette image de l'enceinte, tu vois, avec les vibrations qui suivent, et en fait, je les vois en fait, les vibrations, les petites vaguelettes là qui diffusent bien au-delà du corps physique en fait. Voilà. Très bien. Observe son fonctionnement pendant un changement géomagnétique. Alors, moi j'ai stabilisateur, mais qui vient. Alors, je sais pas trop ce qu'est un changement géomagnétique, mais j'ai le mot. Enfin, j'imagine. Prends l'information dans l'éther. Ouais. Mais donc moi j'ai stabilisation qui vient. Choisis un moment où il y a un changement magnétique. Maintenant. En fait, ça reçoit la fréquence et ça permet justement, c'est pour ça que j'avais stabilisation, en fait, d'incorporer, de métaboliser le changement de fréquence, en fait. Voilà.
C'est tout. C'est tout. Observe le contenu informatif de la mélatonine. Donc ça, c'est l'hormone du sommeil produite par la glande pinéale. Et décrit sa fonction en rapport aux divers plans dimensionnels. Observe le contenu informatif de la mélatonine et décrit sa fonction en rapport aux divers plans dimensionnels. Alors, ce que je vois, en fait, c'est un petit peu comme un grand tapis qui dispatche, en fait, les infos. C'est-à-dire que la mélatonine, elle va être sécrétée dans le corps et elle va aller récupérer, en fait, à la fois des choses qui ont été vécues, des émotions, des informations, tout ça. Et en fait, en repassant en fait dans la glande pinéale, elle va revenir, elle va provoquer le sommeil, elle va provoquer les rêves et elle va permettre en fait par le rêve de classer en fait ces informations et voilà, c'est l'info que j'ai. En fait, c'est la mélatonine, elle est là pour faire le nettoyage en fait du rêve. C'est-à-dire que dans la partie du rêve qui sert en fait de nettoyage, elle sert à ça en fait. Je sais pas comment expliquer si c'est assez clair. On regardera plus tard, à moins que tu aies d'autres informations à ajouter. Non, c'est vraiment nettoyage, voilà, c'est nettoyage. Ok. Quelle est la fonction de l'hormone neurotransmettrice pinéaline? Je vais y arriver. Alors là, il y a deux fonctions. On revient un peu sur la fonction du rêve, la première fonction du rêve dont j'ai parlé, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de faire du nettoyage et donc de transmettre des informations au cerveau pour avancer dans sa vie matérielle, on va dire. Et j'ai une autre fonction qui est plus du type onirique, rêve voyage. Voilà. Autre chose? Non. De quoi dépend son activation? Alors déjà, il faut qu'elle soit libre, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que veut dire libre, toi? En fait, c'est comme s'il y avait, moi ce que je vois, c'est comme s'il y avait une nécrose en fait autour de ça. Alors ça ne va pas être une nécrose, mais comme s'il y avait je vois une bourse en cuir Mais tu noire. parles de l'hormone ou tu parles de la glande? Non, je parle de la glande. J'ai peut-être pas compris la question. Ouais, D'accord. Pour moi, de ce que je comprends, comme on parlait de l'hormone, on demande ensuite de quoi dépend son activation. D'accord, alors que la glande soit active, enfin qu'elle soit en état de pouvoir... c'est pareil, logique. Bon. Qu'est-ce qui se produit dans le corps physique et le corps éthérique quand la molécule pinéaline, excuse-moi encore une fois, est présente dans la glande pinéale? Alors, donc on a toujours les deux, physique et éthérique. Éthérique étant lié à onirique, voyage. En fait, ça permet à la fois de renouvellement en fait des cellules par rapport au vécu. Ça c'est le côté matière. Et effectivement, côté éthérique, il y a une expansion en fait qui se fait. Une expansion qui permet de voyager. J'ai vraiment cette idée-là qui revient de façon très forte de voyage. Autre chose? Non, oui. Ça me dit essentiel en fait. Essentiel. Pour? Alors pour...
essentiel pour l'équilibre et à la fois pour voyager, pour pouvoir développer ses capacités de voyage et d'exploration et de connaissance de soi dans la partie du rêve endormi. Là, tu vas me répondre par oui ou non ou en partie. La glande pinéale peut-elle stimuler l'auto-guérison? Oui. De quelle manière? Oui, en partie, oui. En fait, il y a une espèce de reconnaissance, en fait. Alors, pas sur toutes les maladies, c'est ce que je vois, mais il peut y avoir, en fait, une aide à la psyché, en fait, qui va aider ensuite à la guérison. C'est-à-dire une stimulation, en fait, de la psyché qui va permettre au corps, en fait, de réagir et donc de se défendre. Alors là, on est sur des maladies, plutôt des maladies virales. Hein. Voilà. Intéressant. Ici et maintenant, sur une échelle de 1 à 10, au sein de la population mondiale, dans quelle mesure la glande pinéale est active? 2. Ok. C'est encourageant. C'est ça, va. De quoi dépend le déficit de l'activité de la glande pinéale? Alors, il y a plusieurs facteurs. J'ai le facteur. Ce que j'arrive là, j'ai plein d'infos. Donc, la première, c'est que effectivement, quand les gens l'utilisent pas, elle s'atrophie. La deuxième, c'est qu'il y a des matières qui sont ingérées. Il y a des causes externes en fait. Hein. Quand il y a certaines choses qui sont assimilées par le corps, type nourriture ou choses comme ça, qui vont en fait rétrécir en fait la glande. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a aussi en fait des activations par des informations, en fait par du, comment dire ça, en fait comme si certaines informations depuis rabâchage ou formatage en fait empêchaient en fait les personnes de penser et donc du coup d'utiliser leur glande pinéale. Et en quatrième, j'ai amnésie. Ok. Bon, on n'est pas dans la partie libre. Y a-t-il des êtres humains, ici et maintenant, conscients, qui ont un bon fonctionnement efficace de la glande pituitaire? Si on dit que c'est 2, il reste 2. C'est une échelle. Donc oui. Oui, c'était une échelle, mais ça veut dire que 20%, quoi. Là, j'ai oui, la réponse. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils le vivent? Alors, déjà, il y a tous les enfants, la plupart des enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école. Mais certains enfants, ils perdent cette capacité beaucoup plus tôt. Notamment, je vois l'info écran et nourriture. Voilà. Après, j'ai les gens qui sont dans une espèce d'hygiène de vie, qui travaillent dessus, en fait, qui ont conscience en fait du rôle de la glande pinéale sur le développement personnel. Et donc ceux-là, ils arrivent en fait à retrouver, alors même si c'est pas à 100%, mais à retrouver en fait des fonctions plus efficientes de leur glande pinéale. Voilà. Y a-t-il eu un temps où la glande pituitaire fonctionnait parfaitement? Regarde. C'est comme si tu voyais. Ouais. Alors là, oui. Oui, mais il y a très très longtemps. Oui.
Où? Même D'abord? de façon tout à fait. Ben, en fait, on est sur des civilisations très branchées, Qu'est-ce que tu entends par branché? très connectées à, ben, en fait, très rassemblées. En fait, elles n'avaient pas la dichotomie matérielle et éthérique et spirituelle. D'accord. Alors, on va commencer par le début sur cette question. Où est-ce que tu vois ce temps-là? Ou partout. D'accord. On parle de la Terre ou autre Oui, chose? on parle de la oui, oui, bah, alors, si on est sur la Terre, on est sur la Terre, oui, partout sur la Terre. Quand? Quand alors? Ouf, la réponse, que j'ai, c'est avant les monothéismes, donc on va être très, très loin. On est au moins avant -4000 quoi. -4000, -3000, -4000. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionnait parfaitement? Tu as commencé à l'expliquer. Est-ce que tu peux Mmh. m'en dire plus? En fait, les gens étaient, très reliés, en fait. Il y avait un lien, direct, et ils étaient très rassemblés. Quand je dis rassemblés, ça veut dire qu'ils faisaient pas, ils n'avaient pas coupé en fait leur lien entre leur expérience physique et puis leur vie spirituelle. Et ils n'étaient pas non plus dans une croyance qui les contenait. Donc ça permettait en fait au cerveau, à l'esprit, à tout ça, de fonctionner. En fait, c'est vraiment, il y a une question de stimulation qui est très forte. C'est-à-dire que tant qu'on laisse penser les gens librement, ils vont utiliser en fait leur glande pinéale pour développer en fait leur lien avec leur conscience. Mais dès qu'on va avilir ou asservir ou contenir les gens, en fait, bah, la glande, elle perd en fait de son utilité. Ok. Est-ce que tu vois ce temps plus reculé encore ou est-ce que vraiment ça t'arrive à -4000? Non, non, c'est bien reculé. Là, c'était -4000, c'était la. La date limite, on va dire, Ouais, de... ouais, Ok. ouais. Non, non, depuis. Moi, je vois création, hein. Enfin, vraiment, on est très loin, quoi. En dehors des... Parce que... Pourquoi est-ce qu'à -4000, ça s'est arrêté? Regarde la cause ésotérique, maintenant. Bah, je vois. Alors, l'image que j'ai, c'est comme un entonnoir, en fait, qui s'est mis sur la plupart des. Alors, c'était pas partout sur la Terre. Mhm. Il y avait des endroits où, en fait, ils ont continué à pouvoir penser librement. Mais là, tu vois, je suis en Égypte et après ça diffuse sur tout le bassin. Enfin, ça, c'est un peu, je vois une espèce de purée là, de trucs qui se diffusent un peu partout. Mhm. Euh, et euh, Regarde ce que c'est que cette purée. Est-ce que c'est... ah Regarde. ouais, en fait, c'est vraiment moi j'ai pensée unique qui arrive en fait, hein. C'est la volonté en fait de vouloir empêcher les gens de croire, quoi, de croire à ce qu'ils voulaient en fait. On impose en fait un dogme et c'est de là que ça part en fait. Ok. C'est marrant. Je parlais de pensée unique il y a quelques heures. Donc, et c'était pas avec toi. Donc, est-ce que je fais des liens avec ce que tu disais auparavant? Tu parlais de liberté, tu parlais aussi de programmation, de conditionnement. Est-ce que ça rejoint Ah oui, complètement. cette purée que tu vois? Oui, 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 oui. En fait, tu vois, on est sur. Alors, je suis en Égypte ou en Perse ou enfin par là, là.
Et il y a une volonté de récupération des consciences, mais qui se fait en fait à un plus haut niveau. Enfin, c'est vraiment, c'est juste que On parle de qu'on va, quel niveau? on parle à un niveau plus dans des sphères complètement immatérielles là. On est. Alors, je sais pas à quel niveau on est, mais on est loin. Et je vois, on retrouve cet entonnoir en fait, et c'est des gens sur Terre qui vont, à qui on va donner un rôle et un pouvoir, et qui vont diffuser en fait une monopensée, et pour rejoindre l'idée de glande pinéale. Donc même au niveau éthérique en fait, il va y avoir des lourdeurs, des choses beaucoup plus lourdes qui vont faire que les gens en fait, tu vois la caisse de résonance qu'on voyait tout à l'heure, elle peut moins bien vibrer en fait. Je sais pas si... Je comprends. Voilà. Ok. Tu disais que elle pouvait se défendre, enfin permettre la défense immunitaire, parce que tu parlais de virus tout à l'heure, cette glande pinéale. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là et regarder par rapport à notre contexte, puisqu'on parle de Covid, est-ce que tu peux regarder si, justement, par rapport à la population qui dispose de ce fonctionnement de la glande et ceux qui ne la disposent pas, est-ce qu'il y a une incidence sur le virus, sur le système immunitaire? Alors clairement, on est très très... Enfin, je dis on, je suis même pas sûre d'en être. Très peu à en disposer déjà. Donc de toute manière, si on en dispose, c'est à 8%. J'ai 8%. Voilà. Pas beaucoup plus. Après, il y a un effet dans la mesure où il y a un lien entre ceux qui en disposent un peu plus que les autres et cette notion de compréhension et d'éveil en fait. C'est vraiment très lié. Donc oui, ça résonne plus parce qu'on laisse plus résonner, parce qu'on est plus ouvert et qu'il y a des choses qui passent, et du coup qui vont... En fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on va être dans l'ouverture et la compréhension, plus on va laisser rentrer en nous des bonnes énergies, et plus ça va aller en fait aider. Alors j'ai décrassé, tu vois, j'ai la glande pinéale qui va se décrasser, mais ça reste quand même pas efficace à 100%. Hein. On est loin de la transcendance qu'il pouvait y avoir avant. Ok. J'aimerais que tu trouves quelqu'un qui a une glande pinéale fonctionnelle et qui l'utilise maintenant. C'est fait. Ouais. Je voudrais que tu observes déjà d'un point de vue physiologique la communication entre les deux hémisphères du cerveau. Alors moi je vois quelqu'un, tout à l'heure tu m'as demandé, j'ai quelqu'un de perché. De perché, c'est ce qu'elle veut dire, c'est dire quoi? Qui n'est pas tout à fait dans notre réalité Mais ça ne nous intéresse sociétale. pas, c'est pas un terrien. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Non, il est terrien, Okay, il est terrien, mais il est pas... il est loin de notre réalité. J'ai compris. Voilà. Okay. Mais est-ce que... D'accord, donc il a quand même conscience de sa physicalité ou bien il a conscience de sa physicalité, mais en revanche, il n'est pas du tout adapté à notre société. C'est genre ermite, genre... Il vit où? Moi, je le vois dans une espèce de montagne. Pour moi, on est peut-être en Mongolie ou par là-bas. Il a des traits un peu, il a des yeux un peu bridés. Décrypte son ADN quand même au passage. Ouais, non, c'est un humain. Ok. Et j'ai A7 qui vient, tu vois. Enfin, c'est. Je vois très bien. Voilà, donc on est là-dedans en fait. Ok. Continue alors. Comment tu vois les deux hémisphères fonctionner avec cette glande?
Alors en fait, moi ce que je vois de lui, c'est qu'il y a un rassemblement des 2 hémisphères et de la glande pinéale en fait ça fait comme un grand tout Mhm. et ça monte. En fait, Ça monte. ce que je vois, c'est en fait, un corps enfin une expansion très, très forte en fait, qui est de tout. C'est quelqu'un qui est dans sa matérialité, mais qui vit en fait, enfin constamment en lien avec les terres je sais pas si ce que je dis c'est un sens, mais c'est pas grave. Pose pas Et la du question. coup, son cerveau là, ces 2 hémisphères, donc plutôt le côté logique d'un côté, le côté créatif et tout. En fait, tout est assemblé en fait. Il y a pas de séparation en fait. Mhm. Très bien. Et cette glande en fait là, tu vois là pour le coup, elle est beaucoup plus. C'est marrant, hein. Tu vois tout à l'heure je te disais, que c'était une goutte qui était séparée du cerveau. Mhm. Et là, en fait, je la vois comme si elle était remontée, en fait, et qu'elle collait entre les deux hémisphères. C'est comme si elle s'était remontée, tu vois, et Mhm. elle vient, en fait, diffuser, en fait, ou prendre de l'info sur les deux. Il y a beaucoup moins de séparation, en fait, même si physiquement, je pense que ça, il n'y a pas forcément de différence. Regarde, regarde, Et regarde physiquement. ouais, Tu superposes les deux plans, en physique fait, ouais, et... en fait, c'est ça. Alors, physiologiquement, elle est au même endroit, mais déjà, elle est plus molle. Je vois plus molle, je sais pas Mhm. pourquoi, plus molle. Et, et du coup, en fait, au niveau endocrinien, ça diffuse énormément, quoi. Enfin, les échanges sont beaucoup plus simples et partout. Voilà. Et il y en a partout. Est-ce qu'il y a une incidence sur les nœuds énergétiques, comme tu le dis, ou les chakras? Là, ça circule dans tous les sens, hein. Là, Mhm. ouais. C'est marrant, ça va dans le cerveau, mais ça va aussi en bas, en fait. C'est comme si c'était une glande elle a, là, en tout cas de ce que je vois, elle n'a pas que un objectif, elle en a d'autres. Alors est-ce que je le vois au niveau éthérique plus que peut-être au niveau, je sais pas, mais voilà. Alors, tu peux me parler des autres fonctions en surplus, là, dont tu parles? Ouais. En fait, c'est comme si ça diffusait. Alors c'est marrant parce que c'est comme si en fait le gars là, il récupérait des informations d'ailleurs ou du plus grand et que ça les diffusait en fait dans l'ensemble des chakras, dans l'ensemble du corps. Alors là, pour le coup, chakra a tout son sens puisque a priori, ça ressemble beaucoup à ce qui correspond à cette personne-là. Et il y a vraiment voilà, il y a vraiment une diffusion en fait des informations via la glande pinéale sur les autres. Tu sais, des fois Chakras. on voit, tu sais, des fois quand on est en interférence, on voit des implants. Mhm. Et ben, en fait, il y a un point d'implant et après ça diffuse. Mhm. Tout à Et fait. ben, là, en fait, c'est pareil, Mhm. sauf que c'est à lui. Voilà, en fait, c'est ça l'image. Ok. Voilà. Et tu vois, je suis en train de comprendre que parfois l'implant, en fait, qu'on voit des fois derrière la tête, ben, il est en fait sur la glande pinéale. Mhm. C'est dingue. Alors, tu me parlais des chakras en me disant que toi, tu sentais une croyance autour des chakras. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Est-ce que tu Alors peux développer? c'est plus sur les termes en fait, hein, que j'avais l'info. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nœuds énergétiques dans notre corps qui sont situés à des endroits, effectivement, mais donc ça c'est une réalité. Mhm. En tout cas une information qui correspond, mais c'était plus, tout à l'heure, ce qui bloquait en fait, c'était plus le terme chakra qui était lié en fait à tout ce qui était spiritualité plus bouddhiste, hindouiste D'accord, et tu New Age. parles. En fait, c'est ça, c'était Ok, plus le terme en fait qui, ok, qui, qui bloquait. d'accord. Alors, on passe. Euh, Souvent, on entend des. Voilà, on voit passer des articles
liés à la spiritualité qui disent qu'il y a des moyens, des méthodes pour décalcifier. On parle de décalcification de la glande pinéale. Quelles informations t'arrivent à ce sujet? Alors, ce qui m'arrive, c'est que on peut réactiver sa glande pinéale après. Juste un instant, excuse-moi, je t'interromps. Oui. Est-ce que tu es toujours connecté à cet être? Oui. Alors tu peux te déconnecter. Parce que je le voyais lui. Ok. Attends. C'est-à-dire que tu prenais les informations sur la décalcification à travers lui? C'est ça Ouais, que en fait, je voyais pas. Mais alors là. Dis-moi si tu es déconnecté déjà. Là, je suis déconnectée. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Alors, alors en fait, ce que je vois, c'est qu'il est faux de dire que dans la matérialité, on peut décalcifier. Enfin, je veux dire, c'est un caillou. Ce que j'ai comme info, c'est que c'est un caillou et qu'un caillou, à moins d'avoir une intervention physique sur ce caillou-là, il n'y a rien à faire pour qu'il se décailloute. Qui se dissolve en fait. Tu vas retenir l'expression. Voilà. Donc ça c'est faux. Une fois que c'est calcifié, physiologiquement, on peut peut-être arrêter le processus ou le ralentir. Le processus de calcification, mais on ne peut pas se décalcifier. Ça n'existe pas, ça marche pas. On n'a pas de la chaux ou du enfin là ça marche pas. En revanche, ça n'empêche que même si il est dans cette poche, moi je vois la poche là à nouveau, tu vois la poche de cuir, on peut le refaire vibrer. Et même si, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je crois, c'est en lien avec ce que je te disais, même si on l'utilise pas à 100%, parce qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard pour revenir en fait à quelque chose d'efficace à 100%. Mais ça n'empêche que d'un point de vue éthérique, d'un point de vue subtil, on peut réussir en fait à refaire vibrer ça et à faire que les informations, elles passent en fait la matière, quoi. Ok, donc on peut avoir une glande pinéale physiologiquement calcifiée et l'utiliser éthériquement, d'un point de vue éthérique. Tout à fait. Parce que du moment où on prend conscience de ça, en fait, on la réveille, en fait. Si tu observes la tienne en ce moment, dans cet état hypnotique dans lequel tu te trouves, tu y es. Qu'est-ce que tu observes? Toujours d'un point de vue énergétique, subliminal. Je vois comme un bassin. Un bassin. Dis-moi plus. En fait, c'est comme si ça me tenait la tête, tu vois. C'est comme si, en fait, je vois comme une forme de figue. Et là, on parle de la glande, excuse-moi de te couper. Oui, on parle de la glande et de ce qu'il y a autour de mon cerveau, là. Ce que je vois. Donc, tu as la figue, tu as la goutte. Et en fait, ça soutient en fait mon cerveau en énergie. En fait, c'est comme si ça le... Ouais, c'est ça. Ça l'unifie ou pas? Ouais, ça l'unifie en fait. C'est exactement ça. Le bassin, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça met le tout dans un même... dans une même... C'est pas une enveloppe parce que ça va pas jusqu'en haut, mais il y a vraiment cette idée de coupe en fait, tu vois. Une coupe comme une coupe un bassin, une coupe de vin là. Et donc j'ai la figue, la glande pinéale qui est au milieu et qui soutient en fait et qui relie en fait les deux hémisphères par en bas. Ok. Est-ce que la modification d'état de conscience qui donne cet état hypnotique est liée à la glande pinéale? Alors pas que, mais oui. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait la glande pinéale? Qu'est-ce que permet la glande pinéale pour atteindre cet état? En fait, c'est un émetteur-récepteur qui va en fait ouvrir à la connaissance. Et donc, quand je te dis pas que, c'est qu'en fait, il faut que
l'ensemble des corps soit en adéquation avec l'idée de partir en voyage, d'être sur un état modifié de conscience, en fait. C'est un ensemble. Mais là, à ce niveau-là, la vibration, elle permet en fait, je dirais, le décollage, quoi. Est-ce que c'est lié à cette capacité de réunir les deux, Oui, il y a vraiment hémisphères? Ouais, il y a vraiment cette idée d'unification, mais même, tu vois, plus globalement, il y a le cerveau, mais il y a tout, en fait, tous les corps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que une des conditions pour vraiment avoir accès, enfin, tu vois, là, j'ai de la lumière là dans les yeux. D'où elle vient cette lumière? Je crois que ça, rien, c'est moi. Je crois que c'est moi. Donc, Alors, il faut que tu sois sûre, s'il te plaît. non, je suis sûre, c'est moi. C'est moi. Alors, pourquoi tu croyais tout à l'heure? Non, mais je croyais pas. Ok, T'inquiète. d'accord. En fait, j'essaye de, parce que quand ça fait ça, c'est que j'ai des images, en fait, et j'ai du mal à expliquer, en fait, l'immatériel avec mes mots, parce que les mots, je les connais pas. En fait, alors, je reprends mon fil. Oui, donc c'est comme si il fallait être tout rassemblé, tous les corps, en fait. Donc, tu vois, la glande pinéale, les deux cerveaux, enfin les deux hémisphères, l'enveloppe qui est autour, l'enveloppe qui est nous, notre conscience, notre inconscience, enfin tout, ça va aider, en fait, ça va permettre d'avoir un vrai lien direct, un peu comme un câble, avec les. Alors, c'est pas des niveaux, parce que ça veut rien dire, mais est-ce que c'est en profondeur ou est-ce que c'est en élévation, je sais pas, peu importe. Mais avec cette connaissance-là et cette expansion-là très très forte, en fait. C'est vraiment, voilà. Alors maintenant, ça rassemble tout. Maintenant, trouve quelqu'un qui rentre pas en hypnose. Et tu vas comparer physiologiquement la glande. La glande pinéale. La tienne et la mienne, si tu veux. Ouais. Physiologiquement, compare. Ouais, non, attends, je vais voir quelqu'un d'autre. Ok. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Alors, j'ai Calo depuis tout à l'heure. Ouais, mais non. Dans ma tête, mais non, on va pas jouer. Oui, non, j'ai quelqu'un que je connais pas, non. Non. Ok. Vas-y. Alors, tu compares physiologiquement d'abord, physiquement. Ta glande, puisque voilà, on va te prendre comme sujet, et celle de la personne que tu observes. Quelle différence? La différence physiologique? Oui. Physiologiquement, alors matériellement, physiologiquement, il n'y en a pas vraiment. Ok. Voilà. Et j'ai résonance, en fait. C'est-à-dire que c'est pas la même résonance. On n'est pas sur les mêmes fréquences et les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si celle de la personne qui part pas en hypnose, la résonance, en fait, elle est stoppée, elle est contrôlée. Donc ça part pas, donc ça monte pas. Donc ça fait pas basculer, en fait. Ok. Il y a vraiment résonance là, tu vois, qui vient. Et pour le coup, je vois vraiment là dans la matière l'idée de calcaire, en fait, de calcification, tu vois, qui est beaucoup plus forte. Alors que je pense pas que ça soit physiologique, la différence, mais on a vraiment cette idée de glande pierre, en fait. Est-ce que c'est génétique? Non. Oui ou non? Non. Alors d'où vient cette calcification? Chez ceux qui ne rentrent pas. C'est la même, hein, physiologiquement. Hein. Donc c'est la même, mais tu parles de calcification. Ouais, non, en fait, c'était l'image d'une pierre, en fait, de vibration. D'où ça vient? Ça vient, alors j'ai lâché prise, qui vient, j'ai contrôle, j'ai programmation et j'ai histoire.
Voilà, les mots qui arrivent là comme ça. Il n'y a pas d'aspect génétique, donc. Tu confirmes? Moi, je vois pas. Non. Ok. Ok. Déconnecte-toi de... Ouais, C'est- dis-moi. L'idée qui vient, c'est que ça serait trop simple. Ça peut être en partie une explication. Voilà, ça l'est pas. Ok. Déconnecte-toi de cette personne. Alors, j'ai une dernière question. Raphaël, le peintre, est décrit par les Rosicruciens comme quelqu'un de pinéal. Voilà. La représentation même de l'être pinéal. Quelles informations tu obtiens à la réception de cette information, de cette autre information? Alors, moi, en image, j'ai effectivement toutes les représentations artistiques de la glande pinéale au travers des âges. Donc là, j'en ai beaucoup, du coup. Ça se bouscule un peu en termes d'image. Des Sumériens jusqu'à maintenant. Et donc, un être pinéal, donc je vois Raphaël et la connaissance, en fait. Et la connaissance alors divine. Dans leurs termes à eux, c'était la connaissance divine, en fait. Voilà. C'est comme si, alors je me le représente, alors je pense que je me le représente plus comme un tableau, alors qu'il ne doit pas ressembler du tout à ça. Et effectivement, à l'arrière de sa tête, il y a comme une aura, une lumière, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui était relié, en fait. C'est ça qu'il voulait dire. Déconnecte-toi de cette image et des informations que tu es en train d'explorer. Ok. Ils disent aussi que l'être pinéal est généralement masculin. Quelles informations tu as à ce sujet? Alors, c'est super intéressant ce que je vois. Je vois ce que je comprends des choses. Je vois, tu sais, la fameuse image de Enki, je pense que c'est Enki, avec d'un côté la glande pinéale et de l'autre côté une poche, un sac. Et ben en fait, on a effectivement le symbole pinéal qui serait la masculinité et la connaissance, et la poche qui est la vie et la féminité. La poche dont tu parles? Enfin, le sac là, tu sais. Ouais, c'est bien compris. D'un point de vue énergétique, est-ce qu'elle a une fonction ou elle est seulement utile pour l'aspect physique de la glande? Regarde. En fait, c'est pas une dualité, mais oui, c'est comme un équilibre en fait, tu vois. D'accord, mais ma question elle est juste, est-ce que la poche est matière et peu énergétique, ou est-ce que c'est la même chose? Voilà. C'est un peu poussé, enfin c'est un peu... Oui, je comprends. Elle est moins émettrice. Elle est réceptrice, mais moins émettrice. En fait, d'un côté, ça vient. D'un côté, on a quelque chose qui est beaucoup plus dans l'émission, réception, alors que la poche, elle est beaucoup plus dans la réception simplement. Ok. Très bien. On va être obligé de couper maintenant, parce que ça fait déjà presque 1 heure. Et on a un temps limité. Ouais, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Je te salue maintenant parce que je voudrais qu'on aille ailleurs après ça. D'accord. Je te salue et je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà
non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
a caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.